Donc, c'est quand vous êtes prêt. On peut facilement faire le parallèle entre le domaine des affaires et le mariage. Quand ça va bien, tout le monde est content, c'est le fun. Par contre, quand ça va mal, il faut absolument apporter des correctifs avant de voir s'envoler tout ce qu'on a bâti. Bonjour, chers collègues de WeBuy. Donc, en premier lieu, permettez-vous de nous présenter Raphaël, Yann et moi-même, Thomas. Merci beaucoup en premier lieu donc, de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié un mandat d'évaluation, puis pour pouvoir vous faire des recommandations en espérant donc, que notre évaluation, on en vienne à faire un consensus. Sans plus attendre, donc, nous allons commencer notre évaluation avec. Nous avons procédé donc à l'évaluation via une méthode décomparable pour établir quelle serait la valeur des actifs de l'action de l'entreprise WeRent. EasyRent, excusez-moi. Donc, ensuite, je passerai la parole à mes collègues pour déterminer quelle serait une stratégie de restructuration et d'un portefeuille d'investissement pour conclure la présentation. Donc, pour l'évaluation de l'entreprise, via la méthode donc, décomparable, vous nous aviez demandé donc, de sortir des ratios, de les expliquer et d'en venir donc, à un target price. Voici les hypothèses de base. Donc, initialement, on a sorti les comparables. Donc, nous avons Like Home, Office Hub, Best Rent, Community et la compagnie, donc, en la dernière colonne, EasyRent, que nous tentons de pricer. Les stock price varient autour de 15 et Like Home qui se situe donc à 33,52. Le montant donc, des ventes se qualifie comme ici. La float, donc ici on a les outstanding common shares et avec une capitalisation boursière également donc, qui se définit comme suit. Et j'aimerais donc apporter une attention particulière donc, à la valeur de l'entreprise qui va être un ratio relativement important tantôt donc, dans la méthode des comparables où donc, on établit la valeur de l'entreprise en additionnant la dette totale au market cap duquel on soustrait donc, les assets liquides. Je ne sais pas si donc en annexe on a les états financiers ou si vous avez des questions davantage donc, par rapport aux hypothèses et comment est-ce qu'on a procédé au calcul, ça va faire absolument plaisir. Donc, les multiples, donc on a le PE ratio, donc le price to earning per share. Donc, comment est-ce que ça se définit? En réalité, donc, on a pris la valeur de l'action actuelle pour les comparables et on l'a divisé par qu'est-ce que représentaient donc les profits nets de chacune des entreprises. Donc, un inconvénient, c'est que ça peut nuire à la comparabilité donc, des éléments compte tenu qu'on tient compte de la structure en capital, de la taxation en réalité de chacune des entités. Donc, si on mélange des pommes avec des oranges également à ce niveau-là, donc ça peut venir biaiser notre évaluation. Like Home à 8,36 et donc on voit donc que ça continue de graduer, puis EasyRent, donc avec les chiffres actuels qu'on détient, qui se situe autour de 17, un sales per share, qui m'a permis donc d'aller chercher mon sales per share. Oui, donc mon... excusez-moi. Oui, donc le price to sales, donc chez moi, c'est juste une assumption initiale que je me suis permis donc, de calculer pour en arriver donc, au ratio que vous demandiez. Ce qui est tout à fait intéressant, donc encore le price to sales per share, donc c'est tout simplement donc, la valeur de l'équité divisée par les ventes qui nous ont permis d'aller chercher le ratio subséquent. Donc on peut voir Like Home qui a une hypothèse qui a un ratio absolument extraordinaire, mais compte tenu donc encore une fois de la valeur de l'action actuelle qui est absolument faramineuse, qui nous ramène donc à des moyennes qui sont relativement similaires à celles des autres qui se trouvent autour de 1,20. Seulement compte tenu donc qu'il n'y a pas beaucoup d'actionnaires actuellement, autour de 5,2 millions. Donc ça fait en sorte que chacun des actionnaires se répartit donc une portion des bénéfices bruts qui est plus grande. Book per share, donc tout simplement la valeur au livre, l'équité absolument qu'est-ce qu'elle vaut. Donc je permets donc en premier lieu de nous excuser, de faire un petit erratum si vous faites vous-même les calculs. Donc à cet élément, on a omis donc de soustraire l'équité privilégiée, mais donc absolument c'est marginal comme erreur, on peut apporter les correctifs en temps et lieu. Donc le book per share qui lui permet donc d'établir la valeur au livre en fonction de l'équité actuellement, à quelle valeur est-ce qu'on a émise les actions, et le price to book, donc qui n'est pas demandé, mais qu'on s'est permis donc d'évaluer puisque c'est un ratio qui parle généralement plus aux investisseurs. Donc qui permet d'établir en fonction du book per share à quel point est-ce que
l'action a évolué depuis le moment où celles-ci ont été émises. Donc, on peut voir Like Home aurait fait x16 depuis donc l'émission où chacune des shares aurait été mise en circulation. Et donc, on a une moyenne à 10 et 38 et EV to EBITDA, donc un ratio que j'ai calculé plus tôt, que j'ai divisé donc par les bénéfices avant taxes, intérêts, amortissement et dépréciation, pour en arriver avec une moyenne de 5 et 4. Encore là, donc c'est un ratio qui est particulièrement intéressant du fait qui ne tient pas compte donc, de la taxation, de l'amortissement, des dépréciations. Donc ça évite donc les gens de jouer avec les chiffres, de manipuler les états financiers. Donc c'est un ratio qui est plus fiable que ceux où on va chercher des lignes plus bas dans le income statement. Donc les multiples, j'ai calculé les moyennes comme je l'ai souligné plus tôt, c'est tout simplement la même slide que précédemment. Et donc, on arrive avec une évaluation d'entreprise selon la méthode des comparables qui se situait un range entre 18 et 30 et 22 et 76, suite au ratio que vous nous avez demandé de calculer. Également, vous avez demandé donc d'évaluer le return on equity. Qu'est-ce que les actionnaires requièrent comme capital? Qu'est-ce qu'ils demandent donc comme rémunération face aux risques qu'ils prennent en investissant dans ces entreprises? Donc, en fonction des chiffres qu'on a établis, même si EasyRent n'est actuellement pas coté à la bourse, puisqu'elle a tenté de faire un IPO, mais ça n'a pas fonctionné, on est arrivé donc avec un 55 64 qui s'apparente un petit peu à BestRent, qui est son meilleur comparable, mais un petit peu lower grade. BestRent, EasyRent, qui serait un petit peu du higher hand dans la location, donc dans la sous-location de bureaux d'affaires. J'aimerais porter donc une attention à celui de Like Home. En fait, je vais le décortiquer avec vous. Donc, le profit margin qui se définit comme les sales, le net income sur les sales. Donc, c'est assez straightforward. Donc, ça permet d'établir combien est-ce qu'on est profitable après taxation, amortissement et dépréciation. Combien de profit net est-ce qu'on va chercher de nos ventes? L'asset turnover, à quel point est-ce qu'on est efficient dans la manière d'utiliser nos actifs. Donc, la rotation des actifs par rapport aux ventes, combien est-ce qu'on les utilise de manière efficace, et l'equity multiplier qui permet d'établir donc quel pourcentage de notre actif qui est établi, qui est financé via l'équité. Donc, encore une fois, je tiens à souligner que Like Home a un equity multiplier qui est particulièrement gros compte tenu qu'il y a très peu de shareholders dans la compagnie, mais donc que le revenu se situe donc dans les moyennes de ses pairs. Encore une fois, donc, on est arrivé à un range target de 18 et 30 et 22 et 76. Pour continuer, il est facile de percevoir qu'il y a quelques lacunes au niveau de la gouvernance, et c'est ici que vous comprenez bien l'analogie avec le mariage. Nous allons apporter les correctifs. Donc, premièrement, il faut savoir au niveau de la gouvernance, il y a un conseil d'administration, il y a des administrateurs, on va essayer de cortiquer tout ça ensemble. C'est simple. Pourquoi il devrait y avoir des administrateurs? En fait, c'est qu'une entreprise, une organisation, on va souvent faire référence à l'organisation, parce que si on parlait peut-être de société par action, vu qu'on parle éventuellement de côté à la bourse. Donc, c'est quelque chose d'intangible. L'organisation en tant que telle, on ne peut pas la toucher ou quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des administrateurs qui vont être le lien entre, évidemment, l'organisation et l'aspect humain. Évidemment, qui va être administrateur? On va aller chercher différents profils. On peut penser à des experts dans le domaine, d'autres qui n'auraient pas nécessairement une expertise dans le domaine, mais qui auraient des compétences en tant que gestionnaire et en tant que gouvernance d'entreprise également. On va aller diversifier les membres pour avoir une meilleure représentativité. Et également, comment on va aller lire, comment on va déterminer ces gens-là avec des processus d'élection ou de nomination. Souvent, avec le conseil d'administration en tant que tel. Donc, on a parlé des administrateurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil d'administration est composé de ces administrateurs-là. Ça va être eux qui vont prendre des décisions importantes, que ce soit au niveau financier ou également de l'entreprise, mais principalement financière. Et ce qui est important ici, c'est que le but d'avoir le conseil d'administration, ce n'est pas de seulement prendre des décisions, mais c'est vraiment de prendre des décisions collectives. Donc, ce n'est pas seulement une décision individuelle. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de diversifier ça et composer ça de 7 à 9 membres, idéalement, et de façon plus optimale, un chiffre impair.
puisqu'il y a des décisions à prendre, on ne veut pas se retrouver avec un 4 personnes qui vont prendre des décisions. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une personne qui tranche au bout de la nuit. Différents rôles des administrateurs, en fait, c'est vraiment s'assurer, mission primaire, s'assurer du respect de la mission, des règlements et des lois. Donc, c'est quelque chose qui va être très surveillé par les investisseurs surtout. C'est surtout au niveau des affaires financières. On veut mener la confidentialité des informations. Et ceux qui vont vraiment gérer l'entreprise, en fait, ils vont être embauchés par les gens du conseil d'administration principalement. Donc, ce qu'on veut aller chercher des gens compétents, et c'est vraiment des gens compétents qui doivent engager d'autres gens compétents. Et, très important, il faut que les personnes fassent attention à leurs actes. Et évidemment, il y a un risque opérationnel et personnel. Personnel, on parle aussi des conflits d'intérêts de tout genre, en fait. Et ce qui est très important, ce qu'on va revenir souvent, c'est la saine gestion. Ce qu'on veut, c'est une saine gestion d'entreprise et vraiment donner confiance aux investisseurs, finalement. Comment on va faire ça? On va établir un plan d'action. On s'entend, il va y avoir plusieurs rapports d'officiers. En fait, rapport d'officier, pour ceux qui sont moins familiers, c'est vraiment ceux-là qui sont les dirigeants d'entreprise, ils doivent produire un rapport d'officier à chaque conseil d'administration et vraiment détailler que les administrateurs se doivent et ont l'obligation de lire avant de se présenter lors du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça va comporter? Donc, les aspects de gérance, de présentation, également les actions commises. Et lors du conseil d'administration, ils vont être capables d'apporter des modifications, donc ajouter des points ou soulever des points s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait durant leur mandat. Donc, souvent, ça va être des conseils d'administration mensuels. Comité de sélection. En fait, ce qu'on veut faire, c'est le comité de sélection pour, premièrement, restructurer le conseil d'administration déjà en place. Et on va prendre 3-5 personnes au niveau des ressources humaines pour bien définir la personnalité des gens qui vont être au conseil d'administration, des administrateurs. Également, on va créer un comité de loi et règlement. C'est très important au sein de l'entreprise. Ils vont pouvoir rédiger les règlements internes. Et ce qui va se retrouver surtout dans le certificat des constitutions de l'entreprise, ça va vraiment, c'est comme la Bible pour l'entreprise au niveau de tout ce qui est législation. Et finalement, la commission des filiales, on sait qu'il y a des filiales un peu en Europe là, pour l'entreprise. Ils veulent développer en Asie aussi. Ce serait important qu'ils ne travaillent pas seulement qu'en silo, donc on a détecté qu'il y avait ce problème-là. Ce serait important que la gestion des coûts, n'importe quelle gestion d'entreprise se fasse uniformément et soit évidemment gérée par le conseil d'administration, ce serait assez intéressant. On va aller chercher des synergies à ce niveau-là. Et ce qui est important ici, c'est de distinguer les différents comités et le conseil d'administration. En fait, le conseil d'administration va élire les gens qui vont être sur différents comités, mais les comités ils vont se rencontrer souvent trimestriellement pour effectuer les suivis et apporter les correctifs nécessaires. Et ils vont faire souvent juste des résumés lors du conseil d'administration. La composition du conseil d'administration idéal, présentement, il y a certaines lacunes. Là, on sait, Matthew Wolfin, qui est le CEO, siège comme président. Ce n'est pas optimal et de plus en plus, l'entreprise tend à avoir un conseil d'administration qui n'est pas le CEO qui soit le président. En fait, pour avoir une opinion un peu biaisée, donc c'est sûr qu'on va aller contre ce problème-là. Le président, on aimerait ça qu'il vienne de l'externe. Quelqu'un qui aurait des années et des années d'expérience au conseil d'administration. Pour les autres membres, évidemment, les gros mots à faire, la femme à Matthew, total conflit d'intérêt. Dans les entreprises, quand il y a des relations amoureuses, en fait, ils vont changer ça tout simplement. Donc, pourquoi dans l'entreprise, ils feraient ça, mais pas dans le conseil d'administration? Nous, évidemment, ce conflit-là, on peut le dissocier automatiquement. On enlève la femme à Matthew. Ensuite de ça, autre changement. Marcus, qui est probablement CFO, on va le changer par Ellie Murray, qui serait VP Finance, qui serait plus au courant de vraiment tout ce qui se passe au niveau des finances, là, puis qui aurait un rôle moins politique dans l'entreprise, et qui serait mieux informé qui serait mieux pour parler des affaires qui se font dans l'entreprise lors du CA. Ce qu'on va faire donc la mise en œuvre d'ici un mois, plusieurs processus, comité de sélection pour faire un appel de candidature, faire l'enquête sur les candidats, vraiment le former. 1 à 3 mois, premier CA, on va définir tous les rôles, ils vont former les comités qu'on vient de mentionner. Et 3 à 12 mois, en fait 3 à plusieurs mois, en fait jusqu'à
jusqu'à perpétuité en fait. C'est ce qu'on veut. C'est qu'il y ait une saine gestion et qu'il y ait toujours des rencontres mensuelles, trimestrielles. Et on va être tannant, mais on veut vraiment une saine gestion par rapport à ça. Merci beaucoup. Vous avez aussi conseillé, confié un mandat, en fait, c'est de créer un portefeuille d'investissement pour les liquidités suite à la vente de plusieurs actifs de la compagnie. On a commencé par y aller avec une analyse de la conjoncture économique présentement. Évidemment, il y a beaucoup de trucs qui sont importants à prendre en considération. Évidemment, le coronavirus qui est dans toutes les actualités en ce moment, les taux directeurs canadiens et américains, ainsi que quelques facteurs économiques. Premièrement, au niveau du coronavirus, on aimerait faire un peu une comparaison avec le SARS en 2002-2003. C'était à la même origine, c'est-à-dire la Chine. Donc, le parallèle peut se faire, c'est à peu près dans le même temps aussi au niveau de l'année. Par contre, les différences, c'est que maintenant, les avancées médicales sont vraiment extraordinaires. À l'époque, on venait de réussir à séquencer le génome humain. Maintenant, ils sont déjà en train de tester des vaccins pour le coronavirus. La Chine a été beaucoup plus proactive qu'à l'époque. On se souvient qu'à l'époque, elle avait caché les épidémies de SARS, qu'on l'a su 2-3 mois plus tard, tandis que là, elle est beaucoup plus proactive. Donc, en fait, ce qu'on veut vous expliquer avec ça, c'est que oui, à cette époque-là, les taux avaient diminué, les marchés avaient baissé un peu, donc au niveau obligataire, si les taux augmentent, diminuent. Pardonnez-moi. En fait, ça va être payant pour les portefeuilles obligataires. On voulait en parler de ça. Ensuite, au niveau des taux directeurs, la Fed américaine ainsi que la Banque du Canada, très conservateurs, ils ne s'attendent pas que les taux montent. Leur prévision reste assez stable. Il peut y avoir des variations qu'il va y avoir, mais ça va être par le marché. Ce ne sera pas fait par une augmentation de la banque ou une diminution. En fait, il y a plus de chances que ça diminue que ça augmente. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit que la courbe reste quand même de cet ordre-là. Ensuite, puisque par le passé, avec le SARS, les taux avaient diminué, comme je l'ai dit, les taux, on ne pense pas qu'ils vont diminuer énormément, mais le marché peut avoir une influence sur les taux. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est d'aller augmenter la durée en obligation pour aller chercher la convexité. En fait, les deux lignes correspondent à deux variations de même pourcentage, sauf que la variation négative, c'est-à-dire une baisse de taux, engendrerait un gain supplémentaire versus une augmentation de taux avec une perte qui est beaucoup plus petite. Donc, on va aller chercher la convexité des obligations pour ça ici. Au niveau des facteurs économiques, la vente automobile, c'est un facteur très intéressant parce que ça témoigne vraiment de la confiance des consommateurs. Puis présentement, en 2019, il y a beaucoup moins de ventes automobiles, donc les investisseurs et les consommateurs sont plus frileux. Pardonnez-moi le kiss, là. Au niveau de la croissance mondiale est dans un creux. La confiance des investisseurs aussi est très faible en ce moment, donc on peut s'attendre que les taux ne monteront pas et ça va rester assez stable. Au niveau, WeBuy une capacité faible à prendre du risque puisqu'ils sont déjà très leverage. On a un objectif, on essaie d'avoir un portefeuille avec un objectif qui est équivalent au taux actuariel des dettes de 5,75 %. On a un horizon de 3 ans, ainsi qu'on veut avoir des actifs très liquides avec aucune vente adéquate pour ne pas augmenter le risque en fait de la compagnie. Parce que si on augmente le risque, les investisseurs potentiels vont vouloir avoir un rendement supplémentaire. On est allé avec les types de produits suivants. Obligations moyen terme pour la durée, comme vous avez mentionné tout à l'heure, pour profiter de la convexité. Donc, avoir des augmentations, des baisses de taux qui vont favoriser le gain. Le money market, puisqu'on reste dans le 3 ans, puis on fait quelque chose de très liquide. Donc, les obligations et le money market, c'est le marché le plus liquide au monde. Le TSX 60, pour avoir un rendement, avoir des rendements. En fait, les trois dernières classes d'actifs, c'est pour avoir du rendement, mais c'est aussi pour diversifier le portefeuille d'investissement, pour réduire le plus possible le risque idiosyncratique. Donc, voici ce qu'on vous propose. Avec ça, on atteint un rendement de 5,75 %, ce qui est bon. Par contre, on trouve que la pondération en obligation est trop faible pour le risque de la compagnie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter ça à 40 %. Ainsi, on s'assure un peu d'une meilleure de baisser le risque. On va quand même aller chercher un rendement qui est intéressant, puisqu'on veut pas soumettre la compagnie, en plus d'être très risqué, d'œuvrer dans un secteur risqué, la soumettre à un risque financier en plus par son portefeuille d'investissement qui correspond à 75 millions. Donc, c'est une bonne partie des actifs.
on serait prêt à une période de discussion. Merci. Première question, c'est vous avez juste un petit instant, on va partir là-dedans. Vous êtes arrivé avec un prix entre 18 et 22, le sujet était à 20. Est-ce que ce serait un achat pour vous? Est-ce que vous recommanderiez l'achat de ce? Oui, donc on a peut-être mis une slide de présentation juste pour être sûr que vous sachiez sur quoi vous basez, quelles étaient nos hypothèses, puis vers quoi est-ce qu'on s'enlignait définitivement. Donc on s'en excuse de ne pas avoir démarré donc en force avec ça. Donc ce serait un rôle pour le moment suite à nos recommandations, voir l'amélioration de la situation et par la suite on va se changer. J'ai eu un bon plan au niveau de la restructuration un peu de la gouvernance, mais comment comptez-vous convaincre M. Mathieu qui détient peut-être pas un golden share, c'est sûr qu'on n'a pas la convention d'actionnaire présentement, mais il détient quand même 100% de la classe B, qui obtient peut-être des droits quand même supplémentaires. Comment tentez-vous de le convaincre que c'est une bonne chose pour cette nouvelle gouvernance? Ben, en fait, c'est sûr que, comme on parle de conflit d'intérêts, directement sur le nouveau conseil d'administration, lui serait automatiquement exclu du vote. En fait, il y aurait l'exemption de vote pour lui. Donc, tous les autres membres, ils voteraient si c'est la pertinence de le laisser là ou pas. Et évidemment, c'est lui qui a fondé son entreprise, c'est son bébé. Donc, c'est sûr qu'il ne veut pas l'avoir dégringolé. Donc, s'il y a le moindrement rationnel, avec une bonne explication, s'ils effectuent une bonne communication envers lui, il va comprendre que s'il veut que son entreprise monte, en fait, ça va être le mot à faire pour lui, ainsi que pour tout le monde. J'ai bien aimé le fait quand vous avez parlé de conjoncture économique, de parler du virus, Corona. Oui. Comment vous voyez un peu la liaison, comment ça peut influencer le business de cette compagnie? Effectivement, ils nous ont mentionné qu'ils voulaient faire une expansion en Asie. Pour l'instant, le coronavirus, malgré tout ce qu'on entend dans les nouvelles, tout ça, c'est contagieux, mais c'est pas mortel. Il faut faire la distinction entre les deux. Selon certaines études, on pense que l'influenza va être plus mortel que ce virus-là. Par contre, oui, il faut le prendre en compte dans l'implantation en Asie, dans le marché asiatique. On pourrait retarder en fait l'implantation tout simplement pour s'éviter ce risque-là. Vous voulez faire un rendement d'environ 5,50 avec vos liquidités. Une grosse partie de votre allocation qui est sur le marché boursier. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez ça risqué pour les prochaines années, le marché boursier? C'est une très bonne question. En fait, la manière qu'on l'a construit, ce qu'on voulait essayer de chercher, c'est la diversification, de réduire le plus possible le risque idiosyncratique. Évidemment que de la façon qu'on l'a construit ici, on pense qu'on est allé chercher une bonne diversification, on est allé chercher à l'international, ainsi que sur le marché canadien. Donc, il y a des avantages aussi par rapport à ça pour les dividendes. On pense que même si dans les pires scénarios, on parle d'un bear market, on pense que ça va être assez diversifié. Oui, il va y avoir des pertes, évidemment. Quand tous les marchés plantent, les investissements plantent aussi. Mais de la façon qui est diversifiée, on va aller chercher une protection en allant à l'international, en allant avec des compagnies qui sont assez grosses, des large caps, qui sont assez safe au niveau canadien. Avez-vous analysé un peu la comparabilité entre chacun des comparables qui vous étiez présentés? Au niveau du secteur d'activité, diversification géographique, modèle d'affaires? Oui. Avez-vous des questions plus particulières? Vous voulez juste peut-être en faire? Parce que j'ai vu que vous avez fait des moyennes, mais est-ce que je me dis pour faire de moyenne, vous avez pris l'ensemble de vos comparables? Des fois, vous avez exclu certaines sociétés parce que vous jugez que peut-être le modèle d'affaires était peut-être pas comparable ou comment vous êtes appelé à ces conclusions? Si vous revenez sur les slides précédentes, donc comme on l'avait établi, donc c'est désolé, donc Best Rent, donc, qui était définitivement le meilleur des comparables. Donc c'est sûr que chacun a ses particularités et puis il représente donc des différences au niveau des états financiers et on a toute la même structure en capital. Pour ce qui est donc des moyennes, on s'est permis donc d'exclure les données afférentes pour disons le moyen, donc le return on equity ou quelque chose de genre. Mais donc définitivement que Like Home n'est pas donc une base comparable pour ce ratio-là. Donc
serais tenté de l'exclure. Puis pour ce qui est donc du, si tu peux descendre deux slides juste pour voir le show final. Donc pour ce qui est donc des comparables pour lesquels on s'est servi, donc oui, effectivement, on s'est permis d'évincer les ratios qui sont aberrants. La période de questions est maintenant terminée. Merci beaucoup.